Dann freue ich mich, euch alle sehr herzlich zu Hirnehacken der Hackback Edition begrüßen zu dürfen. Hacker les cerveaux par Linus Norvald et Kai Biermann, qui sont des gens qu'on connaît ici. Linus est connu comme un consultant en sécurité informatique et qui a déjà eu la possibilité de discuter avec des gangs de ransomware. Kai Biermann est un journaliste investigatif et qui a aussi parlé qui a trouvé le gang de ransomware Conti, et aujourd'hui vous nous expliquez comment on peut faire ça avec la théorie des jeux, avec les hackers, et quelles sont les stratégies. Donc un grand bravo pour Linus et Kai. Bonjour le Congrès. C'est Linus. Donc ça, c'est Linus, aime bien faire ça, faire de l'éducation. Et c'est Kai. Et Kai, il n'a pas de hobby qu'il voudrait vous expliquer. Et il appelle quand il travaille dans le journalisme investigatif de Zeit et Zeit Online. Si ce téléphone sonne, généralement la première phrase c'est « Linus, faut que tu m'aides, il faut chanter ». Donc, par exemple, un essai où quelqu'un qui nous hackait d'un domaine qui envoie de son propre domaine un email qui dit j'ai été embauché pour hacker votre site, j'ai accès à tous vos données de condé. Mon client à moi parle trop peu, donc si vous voulez, vous pouvez les racheter, vous pouvez racheter vos données, et je vous dis comment est-ce que j'ai réussi à vous hacker. Donc la première question c'était ouais, pas forcément convaincant. Donc moi je sais que ce sont vos données et que je suis le criminel qui les a hackées, mais il ne faut pas être émotionnel. Et imaginez juste ce qui se passerait si je publiais les données. Donc c'était un maître chanteur et il nous a dit ce qu'on voulait. Il voulait 2000 €. Donc on a trouvé la SQL injection. Avec un peu plus d'argent, on l'aurait probablement pris plus au sérieux, mais finalement on va peut-être pas répondre. Je répondre dans 24 heures mon combien. Vous décidez maintenant. C'est pas un bluff. Donc on a commencé par boire un thé. Je vous donne encore 24 heures, mais après. Mais après. Si, c'est un bluff. Je vous donne encore 24 heures, mais alors vraiment. Donc on a continué à boire un thé. Et donc vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui se passe s'il a encore autre chose? Ouais, enfin s'il a encore autre chose, il n'aurait pas demandé 2000 €. Bon, c'est qui? C'est qui fait des emails très longs et la langue était très bien formulée. Je ne dis pas quelle langue c'était, mais on a deux hypothèses. La première hypothèse, c'était que c'était un bachelier qui faisait ça de sa chambre d'enfant, qui pense que c'est un gros hacker, ce qui pourrait expliquer qu'il pense que 2000 € c'est beaucoup d'argent, ou alors c'est quelqu'un avec ChatGPT en Inde pour qui c'est aussi beaucoup d'argent. Donc on a essayé de trouver, on a pensé pourquoi on ne va pas chercher. On va quand même répondre. Il ne faudrait pas que tu aies ton serveur en Europe, parce que bon il y a la police quoi. Et le domaine que tu devrais vraiment pas le payer avec ta carte de crédit.
Et si tu fais un SQL map, fais ça au moins sur Tor et à partir d'un autre serveur virtuel. Pas de réponse. Donc on a dit, dans 24 heures, notre rapport va à la police criminelle, à la PJ. De toute façon, on a déjà expliqué qu'il y avait quelqu'un, donc on lui a fait une offre. Donc, si tu effaces tes données, on te donne un bon pour McDonald's pour 100 €. Et ensuite, la réponse est mais mes serveurs offshore sont cryptés. On pose la question, c'est quoi un serveur offshore? Je veux 2000 €. Vous avez 24 heures. Sinon, et qu'est-ce qu'il va faire encore? Donc on a attendu et DDoS. Il y a eu un DDoS. On a ajouté Cloudflare entre les deux et on avait fini. On n'a pas payé parce que c'était beaucoup trop petit et l'argent était parti tout de suite, donc il aurait voulu plus et il ne s'est pas passé plus que ça. Mais toutes les discussions, tous les cas ne sont pas aussi simples, aussi amusantes. Ça, par exemple, c'en est un. C'est quelqu'un qui fait ça tout seul. Il est juste en procès, donc il n'a pas encore été condamné. Il est tout seul et il est en Finlande. Il a fait chanter des centres de psychiatrie et il a tous les dossiers médicaux cyber copiés. Il a pris tous les protocoles de toutes les sessions de thérapie et il a dit « Je veux 40 bitcoins ». C'était à l'époque, c'était il y a 2 ans, ça faisait 180 000 € et la société n'a pas réagi. Elle a buté. Et ensuite, il a envoyé un mail au patient où il y avait les données. Donc il a dit, si votre clinique ne paie pas, je veux du bitcoin de chez vous. Donc pour pas que je publie ces données. Qui fait ça? Ça, c'est sa description. Vous pouvez lire si vous voulez. C'est un jeune homme amusant, il a 25 ans. Il pense que c'est un grand philanthrope. Et il a aussi appris beaucoup de choses en allant avec les enfants. Quand il avait 15 ans, il a été condamné pour la première fois à cause d'une attaque DDoS. Quelque chose qui fait aussi du swatting, c'est-à-dire quand on envoie la police chez les gens sans aucune raison, ça peut être très gênant. Le cas, il a fait beaucoup de raison. Et elle a trouvé ça un petit peu choquant et quand même intéressant, puisque c'est des data breach. Et on a un deuxième cas, c'est pas inintéressant. Le serveur sur toutes les données de tous les fichiers finlandais c'était une base de données MySQL elle-même et qui était trouvable par Google bloqué par un système, par un password standard. Donc en fait, c'est comme quand on l'installe, quoi. Qui fait ça? C'est le CEO de la société, c'est M. Vivatavo. Il était quand même gêné que quelqu'un a ruiné sa société et il est pas content. Ça ne le dérange pas qu'il y ait des gens qui aient été fait chanter. C'est juste que sa société a été ruinée, ça l'embête. Quelque chose d'autre intéressant, elle n'était pas anonymisée et elle n'était pas cryptée. On ne devrait pas faire ça. C'est quand même, quand on a des données sur la santé, il ne faut pas le faire. Et surtout, et en fait, il a complètement contourné les données. Donc, bon, de retour à notre criminel.
Donc, il veut 40 bitcoins. On boit du thé. Donc, il a la bonne idée pour augmenter sa pression. La pression, c'est vachement intéressant. Donc, il dit, si vous ne payez pas, je leak 200, les dossiers de 100 patients, jusqu'à ce que j'ai mon argent. Le problème, c'est qu'il l'a fait dans un fichier image. Le problème, c'est que il a dedans, il a fait un leak aussi de certaines informations de son serveur, par exemple les adresses IP. Donc la police a suivi la piste et a trouvé qu'il y avait un réseau de serveurs que quelqu'un paye avec sa carte de crédit. Ça va être encore mieux. C'était pas le seul indice qu'on a trouvé. Donc, toujours pas payé. Donc le monsieur, il voyageait beaucoup, il avait son nom, il pensait savoir que c'était. Il le cherchait en Finlande, mais il a fui à l'étranger. Mais il a une mauvaise idée de poster sur Internet. Il a mis sur son truc d'image où il montrait qu'il était sur la côte de France, en France, et il a posé cette image donc sur cet image board et sur un serveur. Et surtout, la photo était tellement bien que la police a pu prendre ses empreintes digitales de cette photo. La police savait du coup, la police finlandaise savait où il fallait aller le chercher. Un grand bonjour Starbucks. Et Starbucks l'avait prévu. Et il avait fait ça avec de Madame von der Leyen. Il avait récupéré l'empreinte digitale du pouce et prouvé que ça marchait. Donc merci Starbucks. La police finlandaise t'a regardé. Donc, après qu'on ait vu quelques amateurs qui peuvent ruiner votre entreprise, ou eux-mêmes, ou les deux, on va quand même regarder un petit peu les professionnels. Les professionnels, c'est un peu gênant, un petit peu énervant, parce que depuis 7 ans, j'en parle de ransomware. Donc, c'est rien de neuf, mais je vais peut-être une histoire subjective. Donc, à peu près 2016, il y a eu Loki, c'était le premier pour les privés, donc c'était localhost qui demandait une paire d'euros, à peu près 200 €. Ensuite, il y a eu WannaCry. Il y avait Eternal Blue Exploit. Donc, ça a cherché aussi les shares SMB et les infectés aussi. Donc, ça s'est un petit peu infiltré plus loin. Donc, 2018, il y a eu Ryuk. Ça faisait les backups aussi. Ils ont découvert que le backup, c'était l'ennemi naturel. Et donc, il a essayé de compromettre l'Active Directory et de là, donc de trouver, la plus mauvaise idée c'est de mettre votre serveur de directory en AD et ensuite il a été sur partout, il a fait par une group policy, il a fait un rollout du ransomware. Et donc 2019, on a eu Maze qui est spécifié sur les file shares et donc la double extorsion. La double extorsion, c'est j'explique de suite. En fait, on va y aller. En quelle façon c'est catastrophique qu'on en parle en 2023. Ça fait depuis 2016, c'est un business model. Donc, en théorie, il y a une prévention. Si ça marche pas, il y a une détection. Et si ça marche pas, il y a ça sauve. En fait, on pense que c'est comme ça. On a une prévention, ça marche pas, et peut-être une détection, et généralement
pas de réduction. Et en fait, quoi ça ressemble? C'est plus, il y a de la prévention et ensuite rien. Et si on le fait en page web, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est Black Hat Alfie, qui est arrivé il y a 2-3 semaines. Ça ressemble à ça. Donc ça, c'est un service caché et qui explique comment est-ce qu'on peut acheter Bitcoin. Donc les gens qui voient cette signe, ça donne ça. Est-ce que vous avez essayé de payer la rançon, puisque c'est la seule possibilité pour récupérer les données? Si on le fait, on a une page qui ressemble à ça, avec des inscriptions. Comment pour télécharger comment est-ce qu'on remet les données, on récupère les données. Et ensuite, ils promettent de complètement effacer, de faire un rapport sur comment est-ce qu'ils ont réussi à tout casser. Et donc c'est comme ça. Et donc, c'est à partir du moment où les gens payent, c'est le moment où ça arrive. Donc, c'est hard-codé dans cette page. Donc, en fait, c'est vraiment des one-trick pony. Ils ont fait ça avec Metapreta. Donc, il faut vraiment avoir aucune idée pour ne pas reconnaître Metapreta. Et donc, c'est du pony et tu es le... Bon. Donc, tout le monde connaît cette phrase. Pas de backup, pas de... Midlight. Surtout, ça, quand tu as un client, tu ne le dis pas, ça. Midlight, c'est... Bon. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée de le dire. Les backups, c'est aucune condoléance. Donc, pas de backup, pas de condoléance. Faut pas le dire. On est en train de parler d'extorsion. Donc, l'extorsion, ça fonctionne de telle façon que le backup, il n'y en a pas. Et donc, on fait aussi un backup. Et donc, ça, on va le publier. Donc, ils font chanter la première fois pour avoir l'argent et la deuxième fois pour ne pas publier les données. Donc, c'est deux moyens de pression. Et tout ça, ça existe depuis des années. Et Kai écrit dessus, j'en parle. La Deutsche Bahn l'a eu dans ses affichages, mais personne ne s'en occupe. Et de quoi on parle? On parle de cyberwar. Mais ce serait quand même... Mais s'il y avait une cyberwar maintenant, qu'est-ce qui se passerait? Mais enfin bon, moi ça... Personnellement, je trouve ça un petit peu ennuyeux de parler de ransomware. Est-ce qu'on pouvait imaginer, partout en Allemagne, il y aurait des gens masqués avec qui voudraient aller voler les ordinateurs partout et qui repartaient? Qu'est-ce qui se passerait dans les grandes sociétés, donc métro, Continental, etc. Il y a 100 personnes qui rentrent, ils prennent tous les ordinateurs et ils se barrent. Qu'est-ce qui se passerait si tous les jours, 3 fois par jour, on aurait la cyberwar? Mais ça n'intéresse personne et c'est digital. Donc je pense que la cyberwar, qui est absolument détestable. Donc c'est absolument aucune comparaison entre la guerre et des gens qui font ça. Mais si on veut une attaque numérique, on va probablement arriver au point que on est en train de penser, on a peur de la mauvaise chose et que c'est déjà bien pire que ce dont on a peur et qu'on pourrait déjà faire quelque chose. Et que quand la grande guerre cyber arrive, ce sera probablement moins, mais ce sera probablement pas pire que les gens qui font des milliards d'argent, qui nous volent de l'argent. Donc ça, c'est la seule folie intéressante. Donc, avant qu'on fasse quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un ransomware? Il faut toujours de remettre en place les données. Le problème, ce ne sont pas que les données sont parties, c'est que les données de la semaine
Le problème de la société, c'est que la production ne peut juste pas avancer. Et c'est ça qui coûte de l'argent. Les données d'il y a 2 semaines, on s'en balance. Ou il y a 2 jours, on s'en balance aussi. Donc il faut que les systèmes, les backups, sont rack-only. On ne peut pas les réécrire dessus. Un admin ne doit pas être en mesure de changer ça. Ensuite, il faut que ce soit une infrastructure seule. Il faut que ce soit complètement isolé, avec un access management complètement séparé, surtout pas dans Active Directory. Il faut que ce soit avec un serveur. Et il faut, si vous voulez faire ça, il faut mettre aucune administration à distance. Il faut vraiment y aller avec l'écran et le clavier. C'est versionné, bien sûr, pour que ce soit incrémentel. C'est vérifié. On faut juste vérifier que ça fonctionne avant qu'on en ait vraiment besoin. Comment est-ce qu'on pourrait... on économiserait beaucoup si on trouvait des erreurs. Voilà. Et est-ce que... Il faut qu'on voit aussi si effectivement il y a eu un backup et si l'intégrité est garantie. Et on les fait aussi en fonction du risque. C'est-à-dire que la restauration des données se fait en fonction de l'importance pour le business. Si on voit quelqu'un qui dit « on a tous en cassette, est-ce que tu as eu la moindre idée de combien de temps tu as besoin pour rejouer ça, pour restaurer ça ?» Et donc c'est tout ce qu'il faut savoir et donc c'est tout ce qu'il fallait dire. Ensuite vous allez un petit peu oublier, mais c'était juste pour que vous en parlez. Ça c'est la seule chose qui est importante. Je suis désolé pour ce fort truc. C'était un peu informant, mais il fallait que ce soit. Revenons aux gens intéressants. On est ensemble par on a étudié à la même université, comme on a vu. C'est pour ça qu'on s'intéresse aux mêmes effets psychologiques. Donc, on va vous montrer un petit peu qui sont ces gens, pourquoi ils sont criminels, qu'est-ce qu'ils font. Donc on commence par une personne très prominente, Maxime Yakubert, qui est un Russe jeune. Je l'ai appelé un petit peu comme le parrain, parce qu'il est un petit peu cliché, comme vous allez voir. Il roule un Lamborghini Huracan. Ce cliché continue encore plus. Si vous voyez la plaque d'immatriculation, vous voyez VOR. Ça veut dire profond. Sous son gang roulait avec cette plaque d'immatriculation. Donc il pouvait faire ça sans problème car il a marié la fille d'un officier. Donc il n'avait pas besoin d'avoir peur. Cliché car il est très bling bling avec sa richesse et ses amis et lui font des choses comme ça. C'est l'université au milieu de Moscou. Personne ne les interrompt en faisant ça car aucun officier fait ça. Ils sont un peu les pères de la ransomware. On ne sait pas qui et on ne sait pas si c'est vraiment vrai. Et ils ont fait avec leur trojan de banque Zeus, ils ont fait 60 millions de dollars en utilisant cela. Et ils sont cherchés, quoi. Le FBI aimerait bien les avoir. Ils sont assis en Russie, ils vont peut-être pas partir là. Ils font pas de vacances autre part que là-bas. L'intéressant, c'est pour ça qu'on les a là, c'est les grands-pères de la ransomware qui nous intéressent aujourd'hui. Et ils ont inventé le RAS, Ransomware as a Service. Et ils l'ont vendu. Là, c'est un petit peu plus grand. C'est très gentil, des petits jeunes gentils. Ils ont commencé leur criminel dans des forums criminels et en vendant leur système sur des forums criminels. Les gens qui ont donc ces systèmes ressemblent un petit peu à ça. C'est Danil Choukin.
Il n'a pas encore été appelé comme ça en public. C'est une des personnes qui organise ces ventes. C'est celui qui s'occupe, c'est le syndic en fait, qui s'occupe de louer le logiciel. Donc c'est un syndic. Donc qui est cet homme? C'est aussi un jeune russe qui est plutôt bon en technique. Il aime bien les BMW, il aime bien les Gucci, il est avec sa femme, des amis, il paye tout. Il a des sites pour la crypto, pour des casinos en ligne, ce genre de choses. Et il loue le Evil, donc c'est un ransomware, et il a l'air pas trop mal en vivre, donc à chaque fois il sourit. Et donc c'est sa femme, donc on l'a enlevé. Mais il voulait pas parler avec nous, je ne sais pas pourquoi. On a essayé, on lui a envoyé des emails, mais il n'a pas répondu. L'intéressant, c'est que on regarde sa montre. Elle est en plus gros là. C'est une Vanguard Encrypto. Donc la montre coûte 60 à 70 euros. 1000 euros. Au lieu d'un 12, il y a un code QR. Comme ça, on peut mettre on peut mettre la clé de son portefeuille Bitcoin. La clé publique. On n'a pas réussi à la décrypter. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi à la lire. Le FBI pouvait. Le FBI a réussi à la lire. Et donc le FBI a pris plusieurs milliers de dollars. Donc les cryptos, c'est dans les mains du FBI. Et le FBI est actuellement celui qui a le plus de bitcoin au monde. Donc, lui, il n'a pas été pris, mais des jeunes Russes qui pensent être immortels, puisqu'ils payent, paye les autorités. C'est un relativement petit groupe des gens qui sont dehors, qui sont à l'arrière de ce système de ransomware, mais ce n'est pas la grande masse. Ceux qui font vraiment le travail, ils ressemblent à autre chose. Ça, par exemple, c'est l'appartement d'un HLM à Kharkiv, en Ukraine. C'est la rue du 23 août. Et le nom, on ne va pas le dire, puisque cette personne-là n'a jamais été... Ils l'ont simplement laissé courir. On explique bien, j'explique ça. C'est pour ça que son nom, on ne va pas le nommer. Mais son nom, c'était Chip. On va expliquer pourquoi. Cet homme a été pour Emotet. C'est aussi un énorme ransomware qui a fait des milliers de victimes. Pendant un temps, le BKA, c'était le plus dangereux au monde. Et le chef du BSI, enfin l'ex-chef du BSI, le nommait le roi des logiciels. Et même Imhotep a fait des erreurs. Et donc, ils ont un serveur au Brésil qui l'ont laissé ouvert, où il y avait des logs, où les autorités l'ont trouvé, et à partir des logs, ils ont été dans toute l'infrastructure du groupe, et ils sont arrivés, d'après le BKA, dans cet appartement. Et c'est pour ça qu'en 2021, il y a eu cette fouille de l'appartement. Et donc là, c'est la police qui arrive, et il y avait des gens. Et donc, c'était là où tous les fils arrivaient. Donc, là. Ça ressemble à chez moi. Donc, toi aussi, tu as des trucs du marché aux puces. Donc ça, c'est la c'est la table du monsieur. C'est un Ukrainien qui est administrateur système pour Linux et qui fait donc de la maintenance de serveurs pour des petites entreprises pour un peu d'argent. Il a parlé avec nous, il était très gentil, mais donc il ne le savait pas. Et ça ne l'a pas intéressé. Il avait 12, il a fait la maintenance de 12 serveurs et il prenait
40 euros par serveur 12 euros par serveur par mois. Donc on a vraiment des énormes chantages et c'est basé sur ce genre d'infrastructure. D'après ce que dit la police, ça disait que c'était la plupart, ça venait du marché aux puces. C'était vieux. Et au passage, si vous pouvez lire le police, si vous pouvez lire le cyrillique, j'aimerais bien ce genre de, j'aimerais bien l'avoir en autocollant, s'il vous plaît. Revenons à un autre gang de ransomware. J'ai dit que j'aurais beaucoup le plaisir de m'intéresser à cela, surtout parce que les gens pensent que je pourrais leur donner des bitcoins. Je ne sais pas pourquoi ils ont cette idée, mais ça marchera. Donc à cela ressemblera un autre de ransomware et on voit que un hidden service va être donné et si on clique dessus on voit un chat. Oui, c'est un petit peu un gang très bizarre, un screenshot de Black Pasta et ils disent donc qu'ils veulent avoir de l'argent. Et maintenant commence le moment où la plupart des gens s'intéressent. Les gens me demandent de décrire cela. Et comme je dis maintenant, je décris pas sans le dire comment se protéger de ça. Parce que ça, c'est une citation où on veut vraiment pas être. Le chat va bien sûr un petit peu plus long, mais je l'ai un petit peu résumé ici. On va publier dans les 10 jours, on a un décrypteur et on veut, par exemple, 100 millions. On va mettre 100 millions parce que pour montrer. Et on dit bien sûr, Young, mais on ne sait pas si tu as vraiment ces données. Donc c'est bien de leur demander un petit peu des trucs comme ça. Qu'est-ce que le BTC pour leur dire un petit peu qu'on est un petit peu débile. Et du coup on dit des choses comme oui bien sûr, ici la liste. Donc maintenant, on a un petit peu un lien comme ça, comme Try ou Find. Et du coup, ils disent choisis 3 données et on vous les envoie. Et du coup, on peut dire 3 données et comme ça, ils te prouvent qu'ils ont vraiment tous les données. Et ici ton Y, ton X et ton Z. La liste des données, tu les auras pour des UMME. C'est pour ça que c'est ce que tu peux faire. Et tu as besoin de cette liste pour estimer les dommages que tu vas avoir si c'est perdu. Et donc, même si on n'a aucune idée, on n'a pas envie de payer, mais il faut quand même organiser cette ligne de données parce que c'est gratuit. Et donc on demande, on est en train de les remettre à partir des cassettes, donc c'est bon. Attends, imagine quand on publie tout. Et je dis ouais, bah en fait il n'y a pas grand chose de critique. On vend ça à la concurrence. C'est toujours intéressant parce que ah non, ils vont vendre ça à la concurrence. Et attends. Je vous donne les données de la concurrence. Mais ouais, non mais on fera jamais ça. Ouais, mais vous imaginez que la concurrence va réagir autrement pour acheter vos données? Donc en fait, généralement, ils vont pas avoir beaucoup d'argent pour ça. Donc, finalement, il faut aussi dire que, généralement, en fait, quand c'est publié, généralement, il n'y a aucun dommage qui a été fait. Par exemple, donc Motel One, Dieter Müller, qui, après que Motel One ait été breaché, alors que toutes les données des clients ont été à Internet et pour éviter d'avoir les dommages pour les clients, cet homme, il a strictement, donc, ce qu'il a fait, que tous les clients de Motel One ont été publiés sur Internet, c'est l'État qui a raison. Parce que l'État n'a trouvé aucune méthode
pour sauver les sociétés d'Internet. Donc ça ne peut pas être sa faute si c'est l'État qui n'a pas fait son boulot. Donc le mec n'a pas forcément... Enfin bon, lorsqu'il y a eu Corona, alors ils ont touché 100 millions de Corona. C'est comme ça qu'ils ont eu beaucoup plus d'argent et il a encore donné quelques interviews que c'était pas suffisant. Donc, bon. Il faut le dire aussi, Motel One a eu aucun dommage à cause de la publication de ces données. C'était 2021. Il y a Accenture qui a été bloqué. Et ça, c'était intéressant. Parce qu'on a regardé sur le countdown et les données ont été ouvertes, ont été publiées et on a regardé et c'était un seul download. On pouvait télécharger juste un fichier. C'était extrêmement difficile et ça a toujours repris en offline et ça a toujours été ouvert, refermé et maintenant on ne peut plus le trouver. Oh. Bon. Pourquoi est-ce que les attaquants font ça comme ça? À partir du moment où ils ont complètement ouvert, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Il n'y a plus personne qui va payer. Alors que si ils en mettent quelques-uns, juste des petites tranches, eh ben, il y a toujours la possibilité de faire chanter et de récupérer un peu plus d'argent. Parce que pour eux, c'est tout ou rien. Et ces fichiers, publier ces fichiers, au lieu d'avoir des millions, c'est juste un exemple pour le prochain. Et l'exemple, c'est que généralement, il ne se passe rien. Sinon, on a parlé aussi. Sinon, les attaquants veulent monter. Ils expliquent aussi, ils expliquent ça directement aux autorités, juste pour le faire pour toi. Et ils dérangent les gens qui ne payent pas. Ils les appellent chez eux, ou se laissent appeler, ou ils les font chanter. Enfin, donc, les groupes travaillent pour en fait augmenter les dommages. Donc voilà. Donc s'orienter vers un paiement. Mais mec, comment veux-tu que je te fasse confiance? Mon ami, je suis les Super Swan, on a 5 étoiles sur Yelp. Et bien sûr que c'est vraiment important pour cette mécanique de savoir, eux, ils doivent protéger leur... du coup, personne ne leur paye. Donc, la confiance, c'est une chose importante pour eux. Et d'autre part, ils ont le reste de l'Internet devant eux qu'ils doivent qu'ils te font peur une deuxième fois, c'est pas très probable. Donc, mais tous ces records sont très très longs. Bon, on va te payer 25 millions. Mais on veut 100 millions. Et t'as encore 7 jours, sinon ça devient plus cher. Bon, cette pression, je veux plus d'argent plus tard. Regarde, dans 7 jours, on a fini. Tu peux avoir 50 millions, mais je te donne 40. Mais on veut 70 millions. C'est la dernière chance. Ça compte que 24 heures. Mais là, tu dis quelque chose mais le plus longtemps que ça dure, le décrypteur est encore moins. Mais ça, c'est le point très important pour ces attaquants, c'est tout ou rien. Donc, ils sont dans une situation qu'ils ont de l'argent de toi ou pas. Donc, ils vont pas publier tes affaires. Donc, cette pression de temps, ils le font que pour... parce qu'ils savent que le plus longtemps que tu payes, c'est la moindre probabilité que tu payes. Donc, dans une de ces situations, si tu as le temps, tu joues avec le temps. Donc, ils savent, parce que si tu prends plus de temps, tu vas probablement pas payer. Donc, on va venir... Oui, parce que c'est toi, dernier prix, 60 millions. Et après, tu dis, bon, ça, c'est le moment que les clients veulent pas. Bon, désolé, mais ça va pas marcher. Ça aurait pu être une situation win-win, mais bon, peut-être la prochaine fois. Et après, bon, je vais peut-être parler avec le boss.
Tu es avec le Customer Support niveau 1 et il a des frontières très très claires. Et que quand il devra parler avec toi sur le deal que tu vas faire dans une zone qui sera intéressante pour toi aussi. Bien sûr que ça aussi, ça peut être un jeu, mais dans ce cas, ça va pas être ça. Il y a un boss. Ok, 50 millions, dernier prix. Ok, mais comment peux-je savoir que tu peux refaire les données? Et ça fait le tout à la fin parce que ça finalise un petit peu l'intérêt. Le gang ransomware te dit du coup, je te donne-moi 5 de données et je te décrypte. Et il t'envoie les décryptés. Ça, c'est un pas très très important qu'il ne faut pas oublier. Tu dois être sûr qu'il peut vraiment faire ça. Sinon, tu risques d'avoir de WannaCry ou le ransomware. Ils ont donné 3 adresses Bitcoin et lorsque j'ai vu les screenshots, on a vu, c'était clair, ils ne vont pas pouvoir dire qui a payé, donc ils ne vont jamais décrypter les données. Et effectivement, par WannaCry, ils ne décrypte pas les données. Donc, il faut vraiment être le plus tard possible, demander une preuve qu'ils peuvent décrypter, et voilà. Et donc, sinon, il y a les endroits. Mais si tu payes, ils vont te repayer, ils vont te rehacker. Et ça, c'est, il y a un site passe. Et le deuxième, c'est la réalité. Le reste d'Internet l'attend. Ils n'ont aucune raison de te rehacker. Surtout qu'ils donnent aussi une garantie qu'ils ne vont plus jamais te hacker. Mais il y a suffisamment d'autres qu'ils peuvent hacker. Donc, plus tôt ou tard, faut que tu as besoin de te protéger. Donc, je connais plusieurs cas où le CEO, après le paiement, a dit « Et maintenant, c'est bon. On est détendu. Lance les systèmes, remets tout dans AD et dans le MySQL, dans le cloud. » Et donc, un peu plus tard, de nouveau un problème. Donc, il faut en général, il faut vous protéger. Donc, les autres vont venir. Tu en as un sur 100 gangs et malheureusement, ils ne te donnent pas garantie comme de la protection si les autres gangs on te protège. Non, c'est juste eux. Et donc, ensuite, ils teasent. Ça, c'est notre Bitcoin. Donc, généralement, ils prennent une nouvelle adresse. Ils en ont besoin pour savoir d'où vient l'argent. En général, tu as aussi... Et t'envoies un Satoshi. Attention, ils voient combien il y a sur ton wallet. Sur ce moment-là, tu prouves combien d'argent tu as. Et ça peut être intéressant, à ce moment-là, juste avoir 40 au lieu de 50 et dire « Hey, c'est dommage. Il est vendredi, tu sais comment c'est. Voilà. » Donc il dit « Ouais, c'est bon, c'est arrivé. » Et bon, bah voilà, ça c'est le reste. Et ça ne paye que quand tu as un business case. Généralement, tu n'en as pas. La seule raison, la seule chose, c'est que tu as tous les autres coûts, ça, c'est maximalement, c'est tout neuf. Ça, c'est le pire cas. Ces prix-là, tu l'as déjà. Tu l'as de toute façon. Ces coûts-là, tu vas l'avoir de reconstruire toute l'infrastructure. Donc, il faut vraiment être certain que le paiement vaut vraiment le coût. Donc, OK, on a effacé tes données, ça c'est le log de la délétion, de l'effacement. Donc ça c'est la sortie de RM-RF, ça ressemble à ça. Et ils ont même leur local langage, donc on voit on voit ce que ça donne. Donc c'est vraiment un RM. Et ensuite, on te prévoit on est en train de préparer ton décrypteur. Et on dit les autres ça va plus vite.
Après 1 heure, on demande et je ne peux pas le rejoindre. Attends, il faut de la patience. Et parfois, ça peut prendre du temps. Allez, voici le décrypteur. Mon pote, il était à boire dehors. Donc, à cette situation, ça montre que ton support, tu ne veux pas leur filer 1 million d'euros parce que sinon, ils vont encore vendre la clé avec leur compte privé. Ils ont déposé le wallet directement sur leur serveur et avec les systèmes polis. Et donc, là, c'est ce qu'ils ont fait, c'est que ils avaient besoin d'une interaction avec leur chef et ils ont vraiment ils n'avaient pas son numéro, ils pouvaient juste y aller sur le chat. Donc, mais les heures jusqu'on avait les décrypteurs, c'était quand même un peu stressant quand même si j'étais certain qu'ils allaient faire ça. Et Kai va encore pouvoir expliquer sur à quoi ça ressemble de l'autre côté. Donc, on va parler des gens qui sont de l'autre côté. L'intéressant du modèle, on va arriver tout de suite au support niveau 1, c'est qu'il y a beaucoup d'outsourcing en fait. Donc ce sont des affiliés. Par exemple, il y en a un. Ce sont des gens qui travaillent pour un ransomware et qui sont payés pour. Donc c'est 70% pour ces gens-là, 25% ou 20% pour le gang. Et donc les loueurs qu'on a vus tout à l'heure. Donc ça, c'est Sébastien Varon. C'est un Canadien qui, entre-temps, a été condamné. C'est une autre grande famille, Netwalker. Et c'est celui qui en faisait le plus. Il a fait des douzaines d'attaques et tout seul, il a réussi à récupérer 1024 bitcoins. Là-bas, c'était 27 millions de dollars. Donc on se demande, c'est quoi comme personne? Eh bien, ça allait pas trop mal, c'était sa maison même avant. Il habitait là. Du côté d'Ottawa, une petite maison, c'est joli. Il était technicien informatique dans l'université d'Ottawa. Mais c'était le type, le petit criminel qui veut avoir un peu plus que ce qu'il a avec son argent. Donc, il a vendu de la drogue, 130 kilos de marijuana, pas grand-chose, quoi. Et voilà, donc ça, c'était quand il a été son audition, sa déposition. Corona, on pouvait regarder ça à Internet si on avait le lien, et c'était pas idiot. Il voulait simplement avoir un peu plus de la vie. Et maintenant, non, il va plus l'avoir. Et c'est pour ça qu'il est un exemple pour que les criminels font des erreurs. Et ils font des erreurs, ils ne sont pas infaillibles. Et le FBI a été dans la possibilité, le FBI est extrêmement actif et pour eux, c'est le ransomware et la terreur, c'est au même niveau. Et donc le FBI a réussi à taper dans le serveur sur Netwalker, parler avec ses affiliés. Donc il faut bien qu'ils parlent les uns avec les autres. J'ai été ici, j'ai été là, et que les affiliés doivent prouver qu'ils ont été quelque part, avec donc des screenshots des données copiées. Et sur un de ces screenshots, il y avait des métadonnées. Donc il y avait des métadonnées, et dans les métadonnées, il y avait Sébastien Vachon. Parfois, ça arrive. Sinon, il utilisait, pour la communication avec ce serveur, il y avait une adresse email anonyme, mais il envoyait ces emails anonymes il renvoyait à son adresse, et donc, du coup, qui avait son adresse, donc, c'est comme ça que le FBI a eu son adresse, parce qu'il renvoyait ses emails, en fait.
Et donc, il faut qu'ils parlent entre autres. Donc, ils ont une infrastructure pour communiquer et ça, c'est l'endroit où ils vont être le plus attaquables. Et au passage, Sébastien Vachon, c'est 20 ans de réclusion. Et après 3 ans... Et après 3 ans Bon. Et ensuite, au Canada. Donc ils font de l'outsourcing, ils sont organisés. Ce sont des gens tout à fait normaux. C'est pas des dieux, c'est pas des super hackers, ce sont des gens tout à fait normaux qui font des erreurs. Et donc cette séparation du travail, par exemple, on a là c'est le support niveau 1. C'est Ala Vite, je la regrette presque entre-temps. Une dame qui est née dans l'Union soviétique, qui était programmeuse, qui a 57 ans. Elle n'a pas eu de chance dans la vie. Elle est veuve. Elle a eu à voir avec la scientologie. Enfin bon. Donc elle faisait des sites web. Elle habitait à Suriname. Et donc elle faisait un peu de programmation HTML et ensuite on lui a offert un job en 2017 d'une société logicielle russe. Avec elle aussi on a pu lui parler. Donc il y a eu un test, donc un entretien d'embauche, il fallait qu'elle réponde quelques petites questions et ensuite on lui a fait une offre en lui disant 800 € par mois. Et ensuite, tu fais du développement. Donc, tu arrives dans une petite équipe avec 9 personnes et tout le monde se connaissait que via Java. Et son job, c'était, et c'est là qu'elle a commencé à penser, de programmer des sites dont l'interface dit votre computer et votre ordinateur est infecté. Mais c'est pas que ça ressemble, mais c'est quand même très joli. Et donc, le premier pour lequel elle travaille, c'était Conti. C'était un des plus grosses bandes organisées de ransomware. Et Anna Witte était... Au début, elle n'était pas spécialement douée, parce qu'en Java, elle s'est enregistrée chez Java avec son vrai nom sur le Java, où les gens communiquent, et qui ensuite a été leaké par un rogue. Donc son nom était relativement clair. Et c'était la première qui a eu des problèmes. Donc, elle était à Suriname et un jour, il y a eu la police de Suriname qui lui a dit désolé, on vous prend, votre visa est dégagé et on récupère vos ordinateurs et on vous envoie en Lettonie. On ne veut plus vous avoir là. Et bizarrement, le vol est arrivé à Miami et il y avait le FBI qui l'a pris, qui l'a envoyé en Ohio. Et elle y est relativement long parce que là, maintenant, on a la chef des Hacking. Elle peut nous expliquer de Conti, c'était avant le leak. Et elle espérait qu'elle pouvait tout dire, mais elle connaît que les 9 personnes de son équipe, et donc c'est un sysadmin, c'était juste des petites gens qui voulaient un petit peu gagner un peu d'argent, pas beaucoup. Elle ne pouvait pas expliquer beaucoup, donc elle a fait 2 ans de prison sans procès. Et il ne s'est rien passé. Entre-temps, il y a eu le leak de Conti, et tout le monde a appris l'existence de ce gang, et donc elle a été libérée, et elle est de nouveau en Lettonie. La plupart des charges ont été laissées tomber, sauf une pour arnaque avec un ordinateur. Enfin bon, elle habite à Riga, et elle fait un peu. C'est dommage, quoi. Alors voici la structure de Conti. Elle venait du plus bas, des petits groupes de travail, les profits de l'industrie. Ils avaient des propres chefs qui s'occupaient de location de bureaux, qui ont eu des horaires de travail ordinaires de 8h à 5h, qui ont fait le recrutement dans des forums et qui ont travaillé comme dans un boulot ordinaire. Je vais vous encore montrer 2 membres dans cette position. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas identifié chaque personne.
Jusqu'à présent, aujourd'hui, il y a un caractère où on sait jusqu'à aujourd'hui de qui il s'agit. Si vous avez affaire avec ces personnes comme Linus, si vous avez affaire avec eux comme Linus, en fait, vous n'avez pas affaire avec eux, c'est d'autres employés. Des fois, on fait des erreurs, mais normalement, ils ne peuvent pas être si mal. Voici un des managers, Monsieur Galorking. Il a quelques entreprises de programmes, de logiciels. Il vient de Abakan en Russie. Il y habite toujours. Lui, il était responsable lui, il était responsable d'essayer ça avec des ordinateurs, avec des scanners contre virus pour voir si ça passe ou pas. Il a aussi construit le locker cryptique lui-même. Et Maxime n'aime pas trop Corona, il aime beaucoup Poutine et aime beaucoup les gourous dans la forêt. Ouais. Il a été invoqué. Il a été accusé aux États-Unis. Sinon, il y a Oleg Kourov de Tolyatik, à côté de Samara, 50 ans. Il est intéressant, ce monsieur, parce qu'il s'appelle Reverse Engineer. Il est relativement longtemps dans cette industrie. Généralement, les autres viennent et cherchent quelque chose. Il y en a beaucoup qui ne parlent pas d'anglais et ils trouvent pas de travail dans les industries anglophones. Ils trouvent qu'en russe et donc ils vont dans une société russe. Et donc Oleg vend des Zero Day dans le Darknet. Et ce que je trouve intéressant, il a essayé d'être au Hacking Team en 2014. Ils ont déjà été au contraire. C'était une société très connue qui fabriquait des spyware. Et donc, il a travaillé chez eux et il a été chef. Et il a une petite maison, on voit sa rue. Et les USA sont prêts à payer 10 millions de dollars pour ces gens-là, pour ceux qui sont encore inconnus. Et donc, on ne sait pas encore qui sont ces gens. Donc, Conti a simplement débandé. En fait, ils ont fini, ils ont fermé la société. Ça n'a pas été ils n'ont pas été arrêtés. Donc, ce que je trouve intéressant, ils vivent de façon relativement détendue. Conti, Black Hat, c'était généralement c'est un nom dans 100 millions, donc ils sont plusieurs choses. Ils sont 100 millions. Et donc 100 millions, les gens qui sont tout en haut, ils n'ont pas l'air d'avoir autant d'argent. Donc je pense que ça vaut pas vraiment le coup à cause des coûts auxiliaires. Si ça va sur le wallet, ça ne dure pas longtemps, mais ensuite ça va être directement dégagé sur plusieurs. Il y a du nettoyage d'argent, il l'avait, et maintenant il va y avoir autre chose, comme par exemple Tornado Cash, ou quelque chose comme ça. Donc maintenant, dans leurs interactions, il faut être sûr qu'il y a des gens qui préfèrent avoir 10 millions. Tes amis sont très chers parce que il faut être certain que aucun d'eux trouve une raison de récupérer les 10 millions qui sont sur ta tech. Donc c'est pas un style qui est vraiment recommandable.
Ensuite, donc, résumé, nous savons comment il se fait, on sait comment on se protège. Ils ont un manuel, ils ont eu des problèmes, ils ont écrit un livre sur comment est-ce qu'on fait quoi. Tu cliques là, et tu regardes là, et ensuite tu fais ça, et ensuite tu fais ceci, tu fais cela, et tout est dedans. Les attaquants, il faut toujours avoir un système de restauration. Tant qu'on n'a pas réussi à complètement tous les éliminer, on ne va pas réussir à les avoir. Mais les attaquants perdent tout si tu ne payes pas. Si tu es dans la situation où tu ne veux jamais être, prouve qu'ils ne vont jamais rien avoir d'argent. Tu veux de l'argent? Tu veux être sûr? Évite la pression. Tu laisses. Attends. Attends, il nous faut un petit peu plus de temps. Tu joues pour le temps. Donc, il faut augmenter la pression pour qu'ils ne récupèrent pas l'argent. Et faut pas. En fait, pour eux, c'est plus simple d'essayer de te re-hacker d'essayer d'hacker quelqu'un d'autre que de te hacker toi une deuxième fois. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre ne va pas essayer. Sinon, la liste des données, on en a besoin pour la liste du DSGVO, donc pour la directive des jeunes données. Ensuite, de toute façon, il va falloir reconstruire l'infrastructure et la corriger. Donc, il faut être certain qu'il y ait un business case. Généralement, tu n'as pas de business case. C'est pour ça qu'ils sont certains. C'est pour ça qu'ils essaient de faire la pression au niveau du temps, parce que plus tu y réfléchis, plus tu vas penser que tu n'en as pas besoin, et donc pour eux, ils sont quasiment certains qu'ils n'auront pas l'argent. Ils font aussi des erreurs, et quand même, tu as besoin d'un système, d'un concept pour remettre. Et voilà. Et sinon, à propos de ça, Tobias a fait quelque chose là-dessus. Il y a eu une autre session là-dessus hier. Donc, Unlocking, Recovering Tiles, Taking Hostage by Ransomware. Et il y a c'est quelque chose qui a commencé au 36C3. Il y a eu Disclosure. Donc, c'est une série de talks. Et on espère que le Hackback Edition, c'est le dernier dans cette série. On espère. Voilà. Merci beaucoup. Parfait. Super. Merci beaucoup à Linus et Kyle.